Bien, bonsoir à tous. Alors effectivement, on avait un concurrent, c'était le soleil, mais bon, la salle est presque pleine, on peut s'en satisfaire. Peut-être un petit complément de présentation. Donc Stéphane Chevrier, donc je suis sociologue et de plus en plus, on demande aux sociologues, comme aux géographes, hein, vous avez vu Valérie Jousseaume il y a quelques semaines, d'intervenir sur la problématique des centres-bourgs, de l'aménagement. On a d'ailleurs l'occasion de se croiser par ailleurs dans différents lieux, puisqu'évidemment, ce sont des regards à la fois différents mais complémentaires. Donc, pour ma part, je voudrais vous faire un retour de plusieurs expériences. Il y a quelques années, l'établissement public foncier de Bretagne nous a demandé, alors c'est un appel d'offres, c'est la procédure classique, de mener une étude sociologique sur 6 à 8 centres-bourgs en Bretagne, des centres-bourgs de taille relativement réduite. Certains faisaient 700 habitants, d'autres étaient un peu plus importants, jusqu'à 2500 habitants, hein, donc c'est à peu près la fourchette de ces centres-bourgs, et de mener une réflexion sociologique qui est à la fois de l'étude, mais aussi pour une part de la recherche. Alors c'est pas si fréquent que ça qu'un EPF lance des études de cette nature-là. En tout cas, il y a quelques années, c'était pas aussi fréquent que ça. Et donc ça nous a paru particulièrement intéressant, à tel point que ça crée une dynamique en Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a eu ensuite d'autres collectivités, le département du Finistère qui nous a sollicité pour aussi mener une réflexion sur la dévitalisation des centres-bourgs et la problématique de l'habitat. La région Bretagne a lancé une AMI, un appel à manifestation d'intérêt sur les centres-bourgs, un peu à l'image de ce qu'il existe à l'échelon national. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a eu un AMI lancé à l'échelon national. L'État a accompagné, financé 54 communes pour justement leur permettre de créer une dynamique de revitalisation de leur centre-bourg. Et donc à l'échelle régionale en Bretagne, la même volonté a été reprise. Et donc un certain nombre de communes ont pu bénéficier de financement. Qui dit financement, eh bien demande très souvent, appelle très souvent des études. Et donc c'est de cette manière-là qu'on peut avoir un regard sur un grand nombre de communes. J'ai mentionné 15 communes, c'était, j'allais dire, lorsque nous avions débuté ce travail d'investigation, il y en a eu bien plus par la suite. Aujourd'hui encore, nous accompagnons un certain nombre de communes en Ille-et-Vilaine, dans la Manche, et je vous en parlerai notamment d'une d'entre elles. Alors, le regard du sociologue sur cette question-là, c'est toujours d'essayer de saisir les choses du point de vue des gens, hein, du point de vue des personnes, et pas simplement du point de vue de l'aménageur, du point de vue de l'urbaniste, d'essayer vraiment de comprendre et d'essayer de rentrer dans la logique des personnes. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, hein, puisque je vais vous en parler, c'est parfois extrêmement justement divers et complexe. Et donc notre souci était d'abord évidemment de comprendre cette perception des centres-bourgs, ce jugement que peuvent porter les personnes sur leurs centres-bourgs. Et comme nous étions une équipe et que nous avons travaillé sur un ensemble de communes, nous avions besoin de nous construire des outils, d'outiller notre démarche méthodologique pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi les gens ne veulent pas habiter dans un centre-bourg ou pourquoi ils font le choix d'habiter dans un centre-bourg. Parce que bien évidemment, dans la dynamique de dévitalisation ou de revitalisation des centres-bourgs, il y a le désir ou non d'habiter dans un centre-bourg. Et il peut y avoir une multitude de facteurs qui peuvent le justifier. Alors on a fait des visuels de cette nature-là pour bien insister sur le fait que essayer de comprendre pourquoi les gens veulent habiter les centres-bourgs, c'est d'abord accepter l'idée qu'il y a plusieurs manières de juger un centre-bourg, plusieurs manières. On a plusieurs visages d'une certaine manière. Et c'est ce dont je voudrais vous parler, c'est-à-dire qu'on est à la fois récepteur d'informations. J'arrive dans un centre-bourg, je dis waouh, c'est super, ou alors c'est super moche, c'est glauque. Hein, les gens ils parlent comme ça dans les entretiens. C'est moche, etc. Ou au contraire, encore une fois, c'est attirant. Donc là, on est récepteur d'informations, on capte une information et on porte un jugement parfois très spontané sur ce qu'on voit. Mais on peut aussi avoir un jugement d'utilisateur. Là, donc on est plutôt non pas dans une dimension médiatique, mais plutôt ergonomique. Hein. Là, je vais regarder si le centre-bourg marche bien d'une certaine manière, fonctionne. Est-ce qu'il est fonctionnel? Mais je vais y revenir. Troisièmement, on peut regarder un centre-bourg en se disant, finalement, je m'y sens bien en tant qu'habitant, parce que j'ai le sentiment que finalement, j'appartiens à ce centre-bourg, je fais partie de ce centre-bourg. Je me reconnais dans le visage des personnes qui y habitent. Quand je dis je me reconnais dans le visage de ceux qui habitent, c'est
souvent dans les entretiens, on entend chez les plus jeunes dire « Oh non, je ne veux pas habiter là, c'est trop vieux. » Alors, ils vous le disent en aparté, comme ça ils ne pensent pas qu'on va le redire en conférence. Mais très vite, ils se disent « Non, on ne se sent pas appartenir à ce centre-bourg, c'est trop rural. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et donc là, on est dans des dimensions qui sont plutôt sociologiques. La dimension plus économique qui renvoie à la figure du client, eh bien là, j'y reviendrai encore évidemment parce que c'est important, c'est la question du prix. C'est la question du est-ce que le logement qu'on me propose, le terrain qu'on me propose, vaut le prix qui est donc demandé. Et donc on a 4 modalités, 4 regards, 4 modalités qui sont portées sur un centre-bourg, qui vont fonctionner tour à tour. C'est-à-dire qu'on on n'est pas client, habitant ou utilisateur, on est nous tous, tout ça à la fois. Ça, c'est le regard sociologique. C'est une manière de dire, attention, ce n'est pas simplement une affaire de prix. Très souvent, on a tendance à réduire les choix à des questions de prix et à une rationalité économique. Les sociologues vous disent, c'est une forme de rationalité, bien sûr, mais il ne faut pas oublier les 3 autres, ou les 4 autres, il peut encore en exister une 5e, pourquoi pas, qui fonctionnent également. Alors, je reviens sur chacune d'entre elles. La dimension médiatique, le récepteur d'information, eh bien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'image qui va compter. L'image du centre-bourg, l'apparence. C'est une expérience émotionnelle. Quand je dis c'est moche, vous voyez, j'ai un jugement, je ne fais pas un détour par le cerveau d'une certaine manière. C'est-à-dire que je juge très spontanément les choses et c'est un jugement premier sur ce qui m'est donné à voir. On peut faire la même analogie d'ailleurs avec le logement. Le premier, d'ailleurs les professionnels de l'immobilier le disent très souvent, le premier contact avec le logement est fondamental. Si vous trouvez ça choquant pour différentes raisons, si vous êtes agressé par ce que vous voyez, ou au contraire extrêmement séduit, eh bien on voit bien que vous mettez en place une mécanique du jugement qui va pouvoir éventuellement influencer sur votre prise de décision. Donc ça, c'est la première dimension, et je vais y revenir évidemment dans la présentation, parce que je voudrais vous présenter un certain nombre de choses. La deuxième, c'est ce que j'évoquais à l'instant, la dimension utilisateur. Quand une maman vous dit « mais c'est pas possible, dans ce bled, les camions passent à 50 cm de la maison, et moi quand je sors mes gosses, j'ai chaque fois peur de me faire écraser ». C'est la dimension ergonomique. C'est-à-dire que, où elle dit... Je dis maman, évidemment, ça peut être papa, hein, le même exemple fonctionne de cette manière-là, mais on va à l'école, chaque fois on a peur de se faire renverser par une bagnole, parce qu'il n'y a pas de trottoir, parce que les camions vont trop vite, parce que les voitures, etc., etc. Là, vous voyez, c'est en tant qu'utilisatrice ou utilisateur d'un centre-bourg qu'on va le juger. Et donc ça peut être un motif aussi de rejet du centre-bourg et une volonté de s'en échapper d'une certaine manière. Ou alors, lorsque j'arrive pour la première fois dans un centre-bourg et je fais le constat qu'il y a un certain nombre de dangers qui peuvent me mettre en insécurité ou qui peuvent mettre en insécurité mes enfants, ça peut être un critère rédhibitoire quant au choix du centre-bourg. Et ça, la mécanique, elle fonctionne très vite. Donc nous, on s'est amusé à travers les enquêtes que l'on faisait, justement, à diagnostiquer les centres-bourgs du point de vue des utilisateurs, c'est-à-dire comment ils jugent le centre-bourg, les endroits à risque, les endroits au contraire qui sont plus propices à la promenade, à la déambulation, etc. Donc là, on va parler d'usage, on va parler d'expérience utilisateur. J'utilise volontiers le terme expérience utilisateur qui est beaucoup plus fort que le terme d'usage. L'expérience utilisateur, c'est est-ce qu'en tant qu'utilisateur d'un espace comme celui-ci, je m'y sens bien physiquement, corporellement, visuellement? Est-ce que vous voyez, c'est quelque chose qui renvoie aussi à l'émotion. C'est pas simplement de l'usage. Est-ce que c'est fonctionnel ou c'est pas fonctionnel? Lorsque on utilise des smartphones, par exemple, les professionnels qui les ont conçus ont pensé expérience utilisateur, UX design. On appelle ça exactement dans ces domaines-là. La dimension plus sociologique renvoie donc à l'expérience identitaire, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a beaucoup dans les centres-bourgs de personnes qui reviennent au pays, par exemple. Hein, après quelques années à Paris ou ailleurs,
ou après s'être éloignés de leur commune, ils reviennent au pays, parfois avec quelques désillusions, mais en tout cas ils font ce voyage-là. C'est cette dimension-là qui fonctionne. C'est parce qu'ils se sentent attachés identitairement au pays, à cette commune-là, qu'ils y reviennent. Ou des personnes âgées qui quittent leur petit centre-bourg pour aller dans le plus gros centre-bourg d'à côté. C'est une manière de changer sans véritablement changer. Donc là, vous voyez encore une fois, c'est la dimension de l'identité qui va fonctionner. Et la dernière, le prix, je l'évoquais tout à l'heure. Le prix, dans beaucoup de centres-bourgs, les loyers sont trop chers. Dans beaucoup de centres-bourgs, les baux commerciaux sont trop chers. Ils sont parfois démesurément chers par rapport à l'offre. C'est les notaires qui nous le disent, très souvent dans les études que nous menons. Et l'autre question qu'on peut se poser quand on aborde les choses d'un point de vue économique, c'est quelle expérience client est proposée aux clients qui fréquentent les commerces. L'expérience client, c'est comme l'expérience utilisateur. C'est tous les services que vous apportez à un client. Vous arrivez dans un commerce, c'est agréable, ça sent bon, le personnel est agréable, etc. Ça fait partie de l'expérience client. Vous avez une adresse Internet vous laissez votre adresse Internet, on va vous laisser des informations promotionnelles. Vous avez le sentiment qu'il y a un suivi de la clientèle, vous avez le sentiment qu'il y a un service après-vente, etc. Ça fait partie de l'expérience client. Moi, ce que j'observe très souvent, c'est que dans les centres-bourgs, l'expérience client, elle est quand même de qualité très médiocre, par rapport à ce qui peut être proposé par ailleurs, par rapport à l'expérience que les gens peuvent avoir de ce que c'est qu'une expérience client. Quand vous avez de jeunes urbains qui viennent dans des communes rurales, ils arrivent évidemment avec tout leur regard d'urbain et s'attendent à trouver la même chose dans une petite commune. Et à l'heure du développement d'Internet, à l'heure du développement de l'e-commerce, la relation commerciale en boutique est particulièrement cruciale. C'est-à-dire qu'il est important de repenser la relation client et l'amélioration de la qualité de la relation client dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. Donc 4 dimensions, et vous voyez, à partir de là, on les a alignées. On a découpé le centre-bourg de cette manière-là. Le site, c'est la topographie ou l'ergonomie. Je pense à des petites mamies qui me disaient « Oh ben notre commune, c'est bien, c'est plat ». Ah oui, quand vous avez 15 ans, ça ne vous pose pas de problème, mais quand vous en avez 75, ça peut se poser problème. Vous voyez, elle le jugeait, le site, d'un point de vue ergonomique. Et donc c'est comme ça qu'on saisit, si vous voulez, les jugements qui sont posés sur une commune. Les espaces publics, donc vous voyez bien à quoi ça peut renvoyer, l'habitat. Donc le site, c'est la topographie, mais c'est aussi les paysages. J'ai le souvenir de communes en centre-Bretagne où vous avez ce qu'on appelle les monts d'arrêt, qui sont des montagnes qui proposent des paysages, des grands paysages, comme on dit, particulièrement intéressants. Sauf que dans cette commune, vous aviez des maisons qui étaient plein de mérules, vacantes, invendables, qui vous bouchaient la vue. Vous voyez le paradoxe. Donc la question qui se posait, c'était la question de faut-il les conserver ou au contraire faut-il les démolir pour faire en sorte que le site puisse être valorisé, c'est-à-dire mis en image pour un récepteur d'information. La dimension, le commerce, bien sûr, vous voyez ce que c'est. Les services, ça va être la poste, par exemple, les choses de cette nature-là. Et les équipements techniques, on s'est intéressé à tout ce qui pouvait être du service, mais avec une dimension beaucoup plus infrastructurelle. Une gare, par exemple. Dans les communes qu'on avait étudiées, il y avait une commune qui avait 2500 habitants et une gare TGV. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, une gare TGV dans une commune de 2500 habitants. Elle était à 800 mètres du centre-bourg, mais quand on a un outil de cette nature, c'est particulièrement important. On peut avoir aussi des communes qui ont, à proximité du centre-bourg, des échangeurs routiers qui permettent d'accéder à des 4 voies. En Bretagne, on en parlait tout à l'heure, le réseau routier breton fait que cette boucle peut permettre à certaines communes d'être très vite connectées à d'autres territoires. Autour de Rennes, donc la préfecture de Bretagne, vous avez une étoile à 5 branches, à 9 branches, je crois, où vous avez un réseau ferroviaire particulièrement développé. Donc vous avez des toutes petites communes qui ont des haltes ferroviaires qui fonctionnent aujourd'hui presque comme des tramways, puisqu'elles ne sont pas très éloignées finalement de la métropole. Donc on a construit cette grille-là, et puis qui nous permet de qualifier les centres-bourgs. Voilà. Donc point fort, point de vigilance, point faible. Alors nous, ça nous permet de faire des diagnostics de ce point de vue-là,
mais ça permet aussi aux élus avec lesquels on travaille de dire, écoutez, faites votre diagnostic, c'est-à-dire faites fonctionner cette typologie, et puis dans des séances de concertation, parce que vous voyez, c'était un peu pensé comme un plateau de jeu. Ça, les premières versions n'avaient pas cette tête-là, c'était un peu plus brutal. Donc on l'a pensé comme un plateau de jeu pour pouvoir, au cours de réunions publiques, dialoguer avec la population en nous disant, eh bien, dites-nous où il y a des points rouges, où il y a des points noirs, où est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez positives dans votre commune. Et puis nous, on les accompagne pour positionner ces différentes pastilles sur cet outil méthodologique qui permet de qualifier le centre-bourg. Mais vous voyez, j'insiste sur ça, on essaye de souligner que le jugement ne se construit que dans cette diversité des points de vue. Alors tous ne se valent pas, tous n'ont pas la même importance au même moment. Lorsque vous découvrez une commune pour la première fois, il est évident que cette dimension a beaucoup d'importance. Lorsque vous habitez au quotidien, celle-ci en a probablement beaucoup plus, elle n'en a pas beaucoup au début, mais elle en a probablement beaucoup plus ensuite, cette dimension ergonomique, parce que vous avez eu le temps de faire l'expérience du centre-bourg, et vous avez le temps donc d'appréhender la qualité d'expérience utilisateur qu'elle vous propose. Donc ça permet de construire une mosaïque, vous voyez, une espèce de spectre comme ça. L'idée n'est pas forcément de remplir le tableau, l'idée n'est pas forcément de saturer le tableau, mais d'avoir un outil partagé pour échanger et partager. Donc ça, c'est la première étape de l'utilisation de l'outil. Et on l'a un peu complexifié en l'utilisant d'une manière un peu différente. C'est que cette mosaïque-là peut nous servir aussi à identifier des profils sociologiques. Là, on a ce qu'on a appelé un portrait qui s'appelle le nidifiant, donc des jeunes couples de 20-30 ans qui souhaitent louer ou parfois acheter une maison individuelle dans un centre-bourg ou dans une commune, qui ont parfois, mais c'est pas toujours le cas, des enfants en bas âge, qui peuvent être donc locataires ou propriétaires, là en l'occurrence plutôt locataires du parc privé ou du parc public, et qui peuvent être tous les deux birésidents. Pour un couple de cette nature-là, ce qui va être évidemment important, c'est cette dimension-là. C'est-à-dire habitat, économie, combien ça coûte, le loyer, les charges, les impôts, etc. Ils nous le disent au cours d'entretien. Ce qui va être important aussi, c'est l'accès routier, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une 4 voies, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Et les gens, quand vous leur demandez pourquoi vous avez choisi d'habiter là, ils nous disent là, il y a l'échangeur qui permet d'aller à Saint-Brieuc, par exemple, ou à Angoulême, si on était à Angoulême. Et puis d'autres qui vous disent écoutez, là, on est juste entre les deux, entre Rennes et Saint-Malo, par exemple. Et pour nous, c'était très bien parce que l'un travaille là et l'autre là-bas. Et donc, on voit les critères de jugement qui sont de cette nature-là. La performance du logement peut être aussi importante, et puis d'autres critères secondaires qui sont ensuite avancés. Alors si je vous présente ça, on peut en faire comme ça un certain nombre de profils sociologiques. C'est qu'évidemment il y en existe des autres pour lesquels ce n'est pas les mêmes enjeux. Là on prend un couple de jeunes retraités, plutôt propriétaires du parc privé, donc d'une maison individuelle pour le dire autrement, donc retraités, ou sur le point de l'être lorsque les plus jeunes ont 55 ans. Ce qui va être important, c'est l'habitat plein pied. Alors, ça évolue progressivement. Ça, c'était il y a quelques temps, quand on avait conçu cette matrice-là. On voit aujourd'hui, par exemple, dans les petites communes périphériques à Rennes, donc, qui peuvent être parfois 20 km, 25 km, on voit parfois une demande de petits collectifs. Donc, on peut avoir une demande qui a évolué. Ce qui va être important aussi, et les gens le disent, c'est je suis venu ici parce qu'il y a les pompiers, il y a la pharmacie, il y a les médecins, il y a le dentiste. Et ils ont fait en gros un diagnostic, sans forcément en avoir conscience, des potentialités de la commune. Et puis aussi, je l'évoquais tout à l'heure aussi, il y a le marché, il y a des commerces, il y a des choses où on peut se retrouver, on peut se rencontrer. Vous voyez, la dimension, la sociabilité va devenir particulièrement importante.
etc., etc. On peut en faire un troisième exemple, celui qu'on a appelé l'ubitant. Alors, c'est pas une faute d'orthographe, hein, c'est celui qui est à la fois habitant, mais il veut habiter un hub, comme on dit dans le domaine des transports. C'est-à-dire que lui, alors là, l'accès routier. J'ai le souvenir d'une maman qui m'avait reçu, à peu près une trentaine d'années. Elle me reçoit dans une maison BBC, donc maison basse consommation flambant neuve, avec un bébé dans les bras qui devait avoir 3 semaines. Si vous voulez, tout de suite, vous comprenez qu'en fait, donc on était au pied d'un échangeur d'une 4 voies, vous comprenez très vite que la dimension ergonomique était extrêmement importante. Il ne s'agit pas de s'embarquer dans des travaux de rénovation qui vont finir on ne sait pas quand, qui vont peut-être nous mettre en insécurité quand on attend son premier enfant. Et évidemment, dans l'entretien, elle va développer cette dimension-là. Donc ce jeune couple, il bosse, il veut un accès routier rapide, il veut un espace public très sûr pour ses enfants, il veut de l'école pour ses enfants, donc qui est aussi une manière de s'intégrer dans la commune. Donc vous voyez que les choix ne sont plus tout à fait les mêmes que tout à l'heure. Il veut aussi, évidemment, puisque c'est un primo-accédant, c'est son premier achat immobilier, une maison avec un foncier pas trop cher et un prix de maison pas trop cher. Et donc vous avez une mosaïque qui se dessine, qui est différente. Et on pourrait multiplier les exemples de cette manière-là. Les personnes plus âgées, de 75 ans, dont le mari est décédé, qui veulent quitter leur maison de 180 mètres carrés, qui a été construite dans les années 70, qui est une passoire thermique beaucoup trop grande dans laquelle les enfants ne veulent plus venir parce qu'ils sont ailleurs tout simplement, ou alors ils viennent de temps en temps, et cette personne se dit je vais retourner vers le centre-bourg, un peu à l'image de mes jeunes retraités, mais avec des problématiques d'autonomie qui vont être différentes, c'est encore un autre profil. Il y a aussi le profil des amoureux des vieilles pierres, un peu babacool, voilà, donc ils ont acheté la dimension ergonomique, ils s'en foutent pas mal, la maison est toute guingois, mais ça a de la gueule, quoi. Je veux dire, ça a du charme. Et puis on va vous parler de l'appartement, on va vous parler des vieilles pierres. Parfois ils peuvent avoir de l'argent ou pas un sou. Hein, je veux dire, on peut avoir aussi tous les cas de figure. Et puis le centre-bourg, il y a le canal. Enfin là, je pense à une autre commune parce que c'est pas un canal évidemment derrière nous, mais il y a le canal, ça a une âme, vous voyez. Donc dans tout le vocabulaire, on décode les termes. Et au bout d'un moment, vous n'en avez pas 150 qui reviennent, et ça permet comme ça de construire des profils. Alors, l'idée que je voulais avancer à travers ça, c'était de se dire, si votre commune est dans le rouge ici, et dans le rouge ici, et dans le rouge là, vous n'avez peut-être pas tiré ce profil-là, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même que, et on l'avait mis en avant, très souvent, les communes, lorsqu'on avait réalisé cette étude-là, veulent des profils identiques. Des jeunes couples, avec enfants. On voit bien la problématique. Hein. C'est évidemment des profils de sociologie qui sont considérés comme étant l'avenir de la commune. Sauf que à travers l'étude là, on a invité l'EPF à se poser la question, ne faut-il pas, et la question était difficile à entendre, ne faut-il pas avoir une politique de segmentation de l'offre, c'est-à-dire comme on le fait en marketing, en se disant les potentialités de notre commune sont celles-là. Je reprends l'exemple tout à l'heure, j'ai une pharmacie, j'ai des pompiers, on peut se dire qu'est-ce que viennent faire les pompiers là, mais les gens les citent, hein, les pompiers. J'ai des pompiers, j'ai des médecins, etc. Donc j'ai des ressources qui sont mobilisables, et donc je peux attirer plutôt tel type de profil sociologique que tel autre. Et donc peut-être proposer une offre aussi qui peut être aussi différenciée de ce point de vue-là. Et donc là, vous voyez, ce qu'on a fait, là j'allais dire c'est la recherche qui nous a conduit à faire, c'est d'aller chercher des outils qui venaient du marketing pour penser les centres-bourgs. Ça ne va pas du tout de soi. Pour nous non plus, ça n'allait pas de soi. Autant quand on est dans des métropoles, on sait bien qu'on fait du marketing territorial. Eh bien on s'est dit, mais finalement, dans ces communes-là, est-ce qu'il ne faut pas penser aussi d'une certaine manière les communes, j'allais presque dire comme un produit, mais je m'en excuse déjà en le disant, mais en disant les personnes évaluent le produit centre-bourg comme on évalue un produit habitat. Ils comparent, hein, ils arbitrent, parce que tout ça, ça se fait dans un couple, et donc tous les deux membres du couple ne sont pas forcément d'accord. Ils arbitrent,
Et au final, il pose un choix. Donc ne faut-il pas comprendre ces modalités de choix pour ensuite pouvoir mieux proposer une offre en termes d'attractivité du centre-bourg? Alors ce qu'on est en train de faire là, je change un petit peu, pas tout à fait de sujet, disons que je prolonge. Le Rennes Métropole nous a demandé de l'accompagner dans la réflexion sur les communes, les centres-bourgs de la troisième couronne, c'est-à-dire ceux qui sont à la marge, vous voyez, de l'aspirateur à habitants que peut être une métropole. Et donc on essaye de construire des portraits sociologiques, et de la même manière, avec une espèce de jeu de briques comme ça, hein, on va essayer de construire l'offre habitat qui leur corresponde le mieux. Si j'ai un profil qui est très sensible, par exemple, à la dimension écologique, développement durable, maîtrise de l'énergie, etc., peut-être que dans l'offre habitat qui leur seront proposées par des promoteurs ou des constructeurs de maisons individuelles, on pourra mettre l'accent sur des produits biosourcés. Hein, voyez. Par contre, si j'ai des profils sociologiques qui sont très contraints financièrement, qui ont d'autres problématiques, peu d'intérêt pour ces questions-là, c'est probablement d'autres choix de systèmes techniques ou de matériaux qui pourront être proposés. Donc vous voyez, on essaie de décomposer l'habitat comme ça, avec des briques. Alors vous voyez 14, hein, c'est juste pour faire fonctionner l'exemple, hein, pour se dire, essayons de croiser des profils sociologiques avec des offres habitat qui leur correspondraient, comme sous le même exercice qu'on a fait à l'instant sur le territoire. Je voulais aborder avec vous une question, après la présentation de cette boîte à outils, mais toujours en la reprenant, sur la question du récit urbain. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé lorsque j'ai fait ces différentes études, et je continue, puisqu'à la limite, ce diaporama, si vous voulez, n'en est que la Xème version, c'est de se dire, je me dis que les gens attendent des centres-bourgs qu'ils leur racontent quelque chose. Et je voudrais évoquer ça avec vous, qu'ils leur racontent quelque chose. J'ai trop souvent entendu des personnes me dire, mais c'est à mourir ici, quoi. Je veux dire, quand je disais, quand vous faites en plus des entretiens en hiver, je peux vous dire que c'est quand même, là, bon, ça va, tout est beau, hein, je veux dire, là, je vais dire, là, on est dans le bon côté des choses, mais le métier de sociologue, c'est des fois aller se balader au fin fond de la région, un soir de pluie en hiver, etc., pour faire des entretiens où les gens vous disent mais attendez, là ça va pas, quoi. Et donc la question du récit urbain me semblait très intéressante, c'est-à-dire s'intéresser à cette question de ce que raconte un centre-bourg. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venu là. D'abord, premier constat qui vient de cette étude, mais aussi d'autres études, les gens se racontent des histoires. J'ai souvent fait des entretiens avec des personnes qui souhaitaient acheter des maisons ou restaurer des maisons. Et donc, je leur demandais quel était le processus par lequel ils étaient passés. Racontez-moi votre vie, quoi, en gros, quoi. Donc, le boulot du sociologue, c'est d'écouter les gens, de leur poser des questions, parfois assez intimes, hein, parce que et généralement, en la fin, les gens vous remercient, parce qu'en fait, ce travail très introspectif, ils le font pas si souvent que ça. Et les gens, ils se racontent on se baratine, quoi. C'est-à-dire, ouais, là, on va mettre le truc, ça va être sympa, il va y avoir les potes, là, ça va être la Coupe du Monde, on va boire un coup de rosé, là, c'est la saison avec du saucisson, ça va être cool, etc. Là, c'est le coin babi pour l'ado, là, comme ça, il est en train de nous emmerder, là, avec, vous voyez. Et en fait, quand vous les suivez un peu après, vous vous rendez compte qu'entre l'histoire qui s'était racontée et puis ce qu'ils ont fait, effectivement, parfois il y a évidemment un grand écart. Mais il y a un travail de scénarisation de sa vie qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, je dis ça avec une petite pointe d'humour, mais je veux dire, tout un chacun le fait d'une certaine manière. S'inventer, l'autre point qui est extrêmement important et qui est, j'allais dire presque un classique de la sociologie, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que dans nos sociétés où on n'a pas d'identité imposée par l'extérieur, c'est-à-dire c'est pas parce que votre père est boulanger que vous êtes boulanger vous-même, vous n'héritez plus tout à fait d'une identité, vous devez vous la construire. Il y a même une injonction à se construire une identité. Et donc, on voit bien qu'il faut s'inventer soi-même. Et donc, on s'invente aussi à travers ses modes de consommation, à travers aussi le choix de son habitat. Un chez-soi, c'est aussi une manière d'exposer son identité, bien sûr. Le choix de son logement, c'est une manière d'exposer son identité. Donc il y a un enjeu extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'habitat, c'est plus simplement
un toit pour se loger, c'est aussi dire quelque chose sur soi, hein, et donner à voir son identité. C'est évidemment pas nouveau, mais c'est très largement accentué. Troisième dimension qui est intéressante, se raconter. Là, ça revient, c'est proche de ce que je disais tout à l'heure. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, on assiste à ce qu'on appelle du personal branding, c'est-à-dire qu'on se comporte presque nous-mêmes comme des marques. C'est-à-dire on se vend sur Facebook, on se vend sur Instagram. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais lu je ne sais plus trop où on voyait que de plus en plus le nom des enfants ressemblait à des noms de marques, hein, avec 2 syllabes et beaucoup de voyelles. Hein, donc je ne sais pas si ça vous parle. Et donc il y a une espèce de, il y a ce phénomène qui intéresse beaucoup les sociologues et les psychologues, c'est notre comportement à nous marketer nous-mêmes d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on soigne notre image. Et quand vous voyez des applications comme Instagram, par exemple, qui sont évidemment essentiellement basées sur l'image, ou les selfies, qui sont extrêmement intéressants. Aujourd'hui, le Taj Mahal, tout le monde s'en fout, c'est une toile de fond pour faire un selfie. Voilà. Et donc moi, des fois, je posais la question à des élus, ou à des acteurs économiques, ou à des personnes, est-ce que, à votre avis, on mettrait votre commune sur Instagram, et qu'est-ce qu'on mettrait sur Instagram? Parce que la commune, à travers son image, existe aussi à travers les réseaux sociaux, bien sûr. Et là, ça c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper aujourd'hui. Ce travail de mise en image qui a été particulièrement accéléré par la digitalisation et par le développement des réseaux sociaux. Et donc, du coup, ça nous renvoie évidemment à cette question que j'évoquais tout à l'heure, le récit, à cette dimension médiatique. L'autre aspect des choses, raconter quelque chose, il me semble que les bourgs doivent aujourd'hui raconter quelque chose, hein, c'est-à-dire ils doivent parler, ils doivent, je vais y revenir pour être un peu plus clair, ils doivent faire du marketing territorial. Je me suis rendu compte d'ailleurs que des fois des très petits bourgs avec 700 habitants, donc ça veut dire 700 habitants c'est la taille de la commune, c'est-à-dire que le bourg lui-même n'en faisait peut-être que 300 ou 400, eh bien avait parfois une démarche de marketing sans forcément utiliser ce gros mot, mais en tout cas penser les choses comme de cette manière-là. Ils doivent permettre aux personnes qui arrivent de se raconter, hein, c'est-à-dire de se servir du centre-bourg aussi comme étant le support de leur identité. Je vais revenir sur ce point. Et l'autre élément qui me paraît particulièrement important, et il m'arrive d'accompagner des étudiants en architecture et en urbanisme à l'école d'architecture de Rennes, et on les fait travailler sur ces questions-là, réinventer ce qu'est un village en milieu rural, ou une commune en milieu rural. Une commune en milieu rural, c'est pas plaquer des concepts ou des idées qui viennent du monde urbain. Les étudiants ont tendance à faire ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une place énorme, des parasols partout, des skateurs au milieu d'un bled qui fait 500 habitants. On leur dit, là, ça va peut-être pas fonctionner quand même, quoi. Vous voyez, ils transposent en fait, ils plaquent des concepts venus du monde urbain qu'ils connaissent et qu'ils fréquentent. Or, l'enjeu, c'est de réinventer une forme d'urbanité ou une forme de ruralité pour ces communes-là. Mais je vais vous en redire 2 mots tout à l'heure. Alors voilà, je vais essayer de développer à travers ces exemples. Ça, c'est une commune qui s'appelle Josselin, qui a un récit qui est très... Josselin, c'est dans le 56, dans le Morbihan, qui a un récit qui est très centré sur son patrimoine. C'est-à-dire que vous avez le château, vous le voyez, hein, habité par l'ancien maire, donc là on est au sommet de la basilique, village historique, 2600 habitants, vous avez la pharmacie du château, vous avez le café du château, et vous avez le kebab du château. Là, j'ai commencé quand même à me poser des questions, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez le nom des rues qui portent le nom du maire. Vous voyez, c'est une dimension très... parce que ce sont une vieille lignée historique. Et donc, on est dans l'histoire. Ça transpire l'histoire par tous les bouts. La commune est toute petite, en plus. Donc, j'allais dire, elle est enceinte dans ses murs. Et donc, elle propose évidemment un récit très centré sur le passé. Il y a un festival tous les 2 ans médiéval, etc. Donc, vous avez l'impression qu'elle est enfermée dans un récit médiéval. Vous avez une autre commune qui avait un peu les mêmes travers, qui s'appelle Dinan aussi, en Bretagne. Et vous avez beaucoup de communes comme ça en Bretagne où vous avez le sentiment qu'elles sont prisonnières de leur propre histoire. Vous voyez ? Comme si
cette histoire s'imposait à elles et qu'elles ne pouvaient plus raconter autre chose que leur passé médiéval. Largement reconstruit d'ailleurs, hein, parce que je suis pas sûr que, enfin, le gars du médiéval, il devait être quand même un peu plus rustique que ce qu'on nous présente dans les festivals. Hein, donc alors évidemment, ça parle pour tout un tas de gens. Ça parle pour des gens qui sont amoureux des vieilles pierres, ça parle pour des gens qui sont amoureux peut-être de cette histoire-là, ça parle évidemment pour des touristes. Donc ça a du sens, puisque c'est évidemment un formidable attracteur touristique. Mais quand vous regardez de plus près, pour beaucoup de personnes, ça ne parle pas. Ça ne parle pas parce que c'est une mémoire qui est trop lointaine, trop éloignée. Et donc on voit bien que ce que j'essaie de vous dire là, à travers ça, c'est qu'à force de valoriser la dimension patrimoniale, et plus exactement une certaine dimension patrimoniale, parce que parfois on en oublie des vestiges ou des sites qui peuvent avoir un intérêt mais qui ne sont pas en l'occurrence médiévaux, à force de mettre l'accent sur cette dimension médiévale, eh bien on finit par construire un centre-bourg qui est évidemment très attirant, hein, visuellement, mais pour s'y promener, pas pour y habiter. Vous voyez ? Pour aller montrer que lorsque votre famille débarque dans votre commune, on va aller se faire une petite balade le dimanche et puis on est content d'aller donc dans le centre-bourg, mais on n'y habite pas. Et donc le centre-bourg finit par être prisonnier de son histoire, qui a été valorisée, revalorisée, très bien d'ailleurs remise en scène. Hein, mais quand on y regarde de plus près et on s'est amusé à le faire, eh bien, quand vous voyez là où souhaitent habiter les gens, c'est là où précisément s'arrêtent les contraintes normatives. C'est-à-dire que vous avez un centre-bourg qui devient une cité interdite, parce que, évidemment, les contraintes urbanistiques sont très fortes, les contraintes réglementaires sont très fortes sur l'habitat, et puis vous avez des contraintes sur la circulation qui sont extrêmement fortes, zone bleue, vous avez ici une borne, etc. Donc on finit une police municipale qui contrôle si tout ça fonctionne bien. Et donc, vous demandez aux habitants, quand vous les questionnez et vous essayez de comprendre où ils habitent, et bien vous vous rendez compte qu'au-delà d'un certain périmètre, quand on s'éloigne du centre-bourg, et bien là on est beaucoup plus détendu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des contraintes réglementaires sur l'habitat. Hein, on peut se garer où on veut, etc. Et les gens, la plupart du temps, font ce choix-là, quoi. Donc là, on est dans la dimension ergonomique, précisément. Vous voyez, hein, les personnes vous disent ouais, c'est très joli le centre-bourg, mais jamais je vais y habiter. D'ailleurs, moi, je me fais la même réflexion. Je ne veux pas habiter Saint-Malo intramuros, si ça vous parle. Parce que ergonomiquement, enfin, je veux dire, surtout en été, c'est impossible à habiter. C'est très beau, mais moi, j'habite pas simplement une image, j'habite une commune. Vous voyez. Donc le raisonnement, c'est un peu le même. Vous voyez. Et donc, peut-être qu'on a été séduit par l'image, mais très vite, on se rend compte que c'est difficile à habiter. Autre commune qui est aussi intéressante, qui s'appelle Lagacilly, qui est un festival de photographie qui est extrêmement intéressant. C'est une toute petite commune qui a une taxe professionnelle énorme. Yves Rocher, voilà. Et qui a un festival de photos qui a déjà commencé il y a quelques semaines, qui est évidemment assez bluffant quand même entre nous, hein, pour une petite commune. Et donc, qui est intéressante, mais on peut se demander si elle ne tombe pas, elle aussi, dans une forme d'autre excès. C'est-à-dire qu'elle construit un récit, évidemment, urbain. Elle construit de l'image, mais on a presque l'impression que c'est un showroom. Vous voyez, comme si, ces images sont assez emblématiques, c'est-à-dire que les façades deviennent elles-mêmes des supports d'exposition. C'est-à-dire que faut dire que c'est très bien, c'est très travaillé. Hein. Quand vous vous baladez dans le village, même en dehors du festival, vous voyez la petite rose trémière, vous avez l'impression qu'elle était posée là, juste là. La fleur de pissenlit, magnifique. Vous vous attendez à voir Van Gogh sortir avec son pinceau dans la main et son oreille dans l'autre. Vous voyez, donc c'est très impressionniste. C'est très, vous voyez. Et c'est très très travaillé. Mais là, on peut se demander justement si on n'est pas aussi dans un excès d'image. C'est pour ça que interroger le récit urbain, c'est pas simplement plaquer une image. Cette image, elle doit être réappropriée. Et je voudrais interroger cette question-là avec vous sur une autre commune. Alors, on quitte la Bretagne parce que vous allez nous dire. D'ailleurs, le Mont-Saint-Michel est en Bretagne, bien sûr. Non, bon. Donc on quitte la Bretagne pour aller dans une petite commune qui s'appelle Perrier. Alors Perrier, vous voyez, c'est une commune, donc ici vous avez la Manche et l'autre côté la Manche. Je vous donne quelques éléments parce que je vais y revenir. Et vous avez le parc naturel régional des Marais qui se trouve par ici, avec en son centre la commune de 40 ans.
hein. Donc cette commune-là fait 2500 habitants à peu près, ou 2800 habitants de mémoire. Elle a bénéficié de financement, a émis appel à manifestation d'intérêt pour rénover son centre-bourg, et donc elle a mobilisé des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des sociologues pour l'accompagner. Et donc, alors cette commune, essayons d'un peu je la regardais avec un regard sociologique en faisant marcher cette grille-là. Premier élément, le centre-bourg a été rénové. Il a été, du point de vue des habitants, très bien rénové. C'est important de le dire. Sauf les places de stationnement où c'est vraiment n'importe quoi. Donc vous voyez, là on est sur la dimension ergonomique parce que c'est en épi, et puis moi j'ai un peu d'âge, donc j'ai du mal à tourner la tête, c'est n'importe quoi. Mais sinon c'est bien. Donc la mairie, l'église, un petit monument aux morts ici. Donc on est dans cet environnement-là. Vous avez autre marqueur de la centralité, la mairie, là pour le coup, très Troisième République, hein, donc très avec les symboles Troisième République. Mais vous voyez que ce qui marque un centre-bourg aujourd'hui, hein, ce sont les symboles d'autrefois. L'église, la mairie, pour le religieux et pour le politique. D'ailleurs, on peut s'interroger, qu'est-ce qui doit marquer la centralité d'un centre-bourg aujourd'hui? Est-ce justement, il ne faut pas renouveler les marqueurs de la centralité? Dans beaucoup de communes, dans toutes les communes que j'ai visitées, je n'ai jamais vu des jeux d'enfants en plein milieu de la place du village dans lequel les parents pourraient amener leurs gosses pour jouer. J'ai vu des monuments aux morts, j'ai vu des éléments commémoratifs, etc. On pourrait se demander si faire de la centralité aujourd'hui, ce n'est pas justement importer d'une certaine manière ces équipements qui permettent... Et donc vous voyez que je dis ça, en même temps qu'on met des jeux d'enfants, on met de la vie, de l'activité, etc. Donc réinterroger ce qui fait la centralité. De la même manière, la médiathèque. Dans certaines communes, la médiathèque n'est pas au centre-bourg. Mais quel drame! La médiathèque peut même être nécessité de prendre la voiture dans certaines communes. C'est une véritable difficulté parce qu'aujourd'hui, une médiathèque, ce n'est pas simplement du prêt d'éléments multimédia quels qu'ils soient, c'est un lieu de débat, d'échange. On pourrait imaginer une réunion comme celle-ci dans une médiathèque. C'est un lieu de discussion, c'est un lieu de citoyenneté, donc c'est un lieu politique. J'allais dire au même titre que peut l'être une mairie sous d'autres aspects. Et donc, il faut peut-être se réinterroger sur ce que constituent les attracteurs de la centralité. Donc, l'église de la mairie, vous avez ici la fontaine du souvenir qui ne marche jamais parce qu'il y a trop de vent, donc sinon vous êtes aspergé d'eau. Vous avez des bâtiments de la reconstruction. On était en juin 1944, la ville a été quasiment rasée. En Normandie, c'est une problématique qui est extrêmement importante, hein, le poids énorme du débarquement, du souvenir de la guerre, de la destruction, et donc de la renaissance hein, après cette date-là. Vous avez vu la place du Général de Gaulle, la place du Général Leclerc, le boulevard de Lattre de Tassigny. Pour les nuls en histoire, tout ça c'est la guerre. Tout est la guerre. Moi ça m'a passionné, hein, mais bon... Vous avez ici la maison dite Thomère que les plus fervents habitants de la commune veulent absolument garder parce que c'est un souvenir d'un prêtre qui a sauvé des gens pendant le bombardement, mais qui bloque, là vous avez la mairie, ici vous avez un parc, qui bloque quand même la vue sur le parc. Vous avez là 3 bonhommes qui portent des noms et qui sont quand même saisissants de réalité. Hein. Tout ça, évidemment, ça parle aux gens, enfin, ça parle à certaines personnes du village et parfois à des très jeunes. Je me souviens d'un entretien avec une jeune fille de 18 ans. Elle avait quasiment les larmes à l'œil, hein, la larme à l'œil quand elle nous parlait de ça. Donc ça a du sens. Hein, c'est pas comme mon histoire du Moyen-Âge et de ma boucherie kebab là. Hein, c'est pas mon kebab du château là. Là, par contre, ça a du sens. C'est une mémoire vive. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est qu'à force de saturer le centre-bourg de cette seule mémoire qui ne parle qu'à une partie de la population, n'en exclut-on pas une autre, ou toute une autre, qui peut rechercher autre chose dans une centralité, parce que précisément elle n'est pas dépositaire de cette mémoire-là, et parce que précisément ça n'a pas forcément beaucoup de sens pour elle. Alors ça c'est mon hôtel, alors ça c'est le pompon, quoi. L'hôtel, parce que nous on va à l'hôtel, hein, quand on fait des enquêtes comme ça,
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un hôtel, au sens religieux du terme, où là, vous avez tout le bouquin sur la destruction du village. Donc quand vous arrivez à 7h du matin prendre le petit-déj, ça fait un peu drôle, quoi. Et là, vous avez toute la commune détruite. Et donc j'ai discuté avec l'hôtelier, je suis un peu surpris quand même. Il m'a dit qu'il avait voulu l'enlever et que ça avait fait un scandale, il avait été obligé de le remettre. Donc vous voyez cette mémoire qui est omniprésente et qui finit par saturer tout l'espace. Ça ne veut pas dire qu'elle doit disparaître. Une commune vit avec ses morts, mais elle doit aussi vivre avec ses futurs habitants. Et donc ça interroge la place de la mémoire dans l'espace public, ça interroge aussi la place de la pluralité des mémoires aussi, parce qu'il y a une pluralité des mémoires dans l'espace public. Et un peu plus loin, quand vous vous éloignez à 50 mètres du centre-bourg, vous avez d'autres expressions graphiques qui disent bien que peut-être quand même que dans cet espace public-là, on pourrait aussi avoir la place à d'autres expressions qui ne sont pas forcément des héritiers, celui-là n'a pas une gueule d'héritier, mais qui peut-être aussi a envie de revendiquer quelque chose, une place dans l'espace public. Et là, c'est tout un autre public qui peut-être a besoin de trouver sa place. Et donc, on a fait des panneaux à zéro comme ça qui ont été exposés dans la commune pour tirer les conclusions de notre étude. Donc, tenir compte évidemment de cette mémoire vive, bien sûr. Il ne faut pas se tromper de propos, il ne s'agit pas de la nier, ce serait totalement ridicule. Mais par contre, une mémoire, ça se réinvente, ça se réapproprie, ça se retravaille. Et on voit que dans un certain nombre de communes, là aussi, on a le sentiment que parfois la commune est prisonnière de sa propre histoire, d'une certaine manière, comme si finalement l'an 1 de cette commune, c'était le mois de juin 1944. On continue la promenade dans la commune. Donc là, on est un samedi matin. Donc je vous raconte un peu le boulot de sociologue. Donc j'ai dormi dans l'hôtel qui est juste à côté. Je ne sais pas très bien pourquoi je suis là. Il est 8h du matin, samedi. Il ne fait pas trop chaud, même s'il y a un peu de soleil. Donc je me balade. Je fais ce qu'on appelle l'observation flottante. C'est-à-dire je suis là, je ne sais pas pourquoi, mais j'y suis. Et donc, je me promène, et puis là, je repère comme ça. Enfin, je repère pas, c'est plutôt, j'allais dire, mon odorat un marchand de saucisses pour, pas de galette de saucisses, parce qu'on est en Normandie, mais un marchand de sandwich saucisses, etc. Donc, tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, ce centre-bourg, là, il a une odeur, en fait. Vous voyez ? Il sent la nourriture, c'est assez expressif de ce point de vue-là. C'est assez typé, puis je continue à me balader. Puis j'en repère un deuxième, donc 100 mètres plus loin. Bon, je vais voir, je suis un peu attiré, je trouve ça curieux, etc. Le village déborde du centre-bourg, enfin déborde sur l'espace public, etc. Quelques heures après, vers midi et demi, 13h, je me dis que j'allais manger une saucisse. Là. Il n'y en avait plus, tout avait été dévalisé. Bon. Donc ça marche quand même. Puis je me dis, bon, je continue en regardant justement ça tout d'un coup, ça m'intéresse. Puis j'en trouve un troisième, 2500 habitants à la commune. J'en trouve un troisième, et puis un quatrième. Et là, je me rappelle qu'il y a 5 boucheries dans une commune de 2500 habitants. C'est énorme, 5 boucheries, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est énorme. Et que non seulement il y a 5 boucheries, mais qu'elles marchent très bien. Je me rendrai compte à travers d'autres études dans d'autres communes qu'on vient dans cette commune pour justement toute la tradition qui est autour de la nourriture et que le samedi, ça déborde de partout. Alors, les gens vous parlent beaucoup de ça. L'île aux fruits, par exemple, vous voyez, il y a une espèce de mise en scène de l'abondance. Il y a une mise en scène comme ça du plaisir du manger, il y a une mise en scène, etc. Et là, vous voyez que c'est le début d'un récit quand même. Il faut en faire quelque chose quand on a ces tatous-là. Et dans la commune d'à côté qui s'appelle 40 ans, ils ont mis en place un festival qui s'appelle Mange ta soupe, qui marche du tonnerre. Moi, je dis aux gens de Perrier, mais pourquoi vous n'avez pas, vous, un truc comme ça, quoi, un mange ta soupe à toi, quoi, enfin, local. Vous voyez, vous avez tout. Vous avez, les gens viennent vous voir. Il y a parce que j'ai parlé des boucheries, mais il y a les boulangeries et pâtisseries en plus. Donc pourquoi pas construire un récit autour de ça? Et pourquoi pas construire un récit autour de l'alimentation, de la convivialité, puisque bien sûr, il ne s'agit pas simplement du manger, il s'agit aussi presque d'un art de vivre autour de ça.
Un art de vivre qui peut faire d'ailleurs écho à la tradition de la commune, qui peut faire écho à la géographie de la commune, qui fait sens pour les personnes, parce que très souvent les marchés sont appréciés, celui-là l'est évidemment. Et donc, construire un récit, c'est pas forcément construire des bâtiments, c'est à la fois s'appuyer sur la richesse locale, il ne s'agit pas de la réinventer. Jamais cette idée me serait venue en tête si je n'avais pas vu ces 5 boucheries et puis ces rôtissoirs dont je vous parle. Donc s'appuyer sur la richesse, le patrimoine, la richesse locale, pour en faire quelque chose qui permette de donner du sens et qui permette d'en parler au-delà. Vous voyez, c'est ça la construction du récit. Alors peut-être qu'après, on va se faire un petit truc, un petit espace, je sais pas, un petit équipement où on va apprendre à faire de la cuisine, ou je sais pas, il peut y avoir aussi un prolongement de cette nature-là. Mais encore une fois, faire un récit, c'est pas forcément d'abord construire des équipements, ça peut être aussi cette dimension-là. On continue la balade dans Perrier. Et là, donc, on visite. Et Perrier, c'est très minéral. C'est une ville de la construction, je vous le disais. Il y a un parc. Mais au-delà, en sortant de ce parc, c'est très minéral. Il n'y a quasiment pas un arbre. S'il y a des arbres en pot, alors là, les gens ne comprennent plus. Disant, en milieu rural, mettre des arbres en pot, des arbres gigantesques, des pots gigantesques, alors là, ils ne comprennent pas. Mais donc, il y en a, à part ces arbres en pot, il y en a très peu. Et puis, en fait, on se rend compte que quand on se balade, eh bien, il y a des petits sentiers comme ça. Vous voyez, des chemins, des sentiers, des ruelles. On se rend compte qu'il y a un envers du décor qu'on voit absolument pas quand on est extérieur à la commune, qui peut être assez bucolique, qui peut être assez sympathique, et qui a un côté très végétal. C'est-à-dire qu'il y a un envers, à l'envers, l'endroit est très minéral, l'envers est très végétal par contre. Et donc qui se découvre en cheminant, qui lui aussi déborde un peu comme mes rôtissoirs, un peu déborde sur... c'est très luxuriant, quoi. C'est presque... je veux dire, c'est pas évidemment très entretenu. Il y a un côté très jardin, etc. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que cette commune qui se donne des airs très urbains, ben, finalement, elle est très rurale quand même, malgré tout. Parce que quand on regarde dans les creux, eh bien finalement, elle est pardon, là, hop là. Quand on regarde dans les creux, eh ben, il y a des jardins, il y a un petit tas de fumier qui va bien, il y a des poireaux qui sont sous les... Vous voyez, donc, et donc on voit bien que cette commune-là a peut-être à réinterroger sa ruralité, c'est-à-dire son rapport à l'espace rural, son rapport à la nature, hein, son rapport à ce qu'elle a été à une certaine époque. Parce qu'en plus, elle a des atouts qui peuvent être mis en valeur. Ça, la nature en ville, c'est des choses qui peuvent avoir du sens pour tout un tas de gens, hein, qui peuvent avoir du sens pour un certain nombre de mes profils que j'évoquais tout à l'heure. Sauf que c'est absolument pas connu. C'est les secrets, c'est nos petits secrets de Perrier, comme disent les gens. Et alors là se pose une question, c'est que peut-être qu'il faudrait cartographier, peut-être qu'il faudrait baliser, peut-être qu'il faudrait accompagner la lecture de ce récit-là. Et là, on est dans les dimensions ergonomiques, ergonomiques cognitives. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de communes qui peuvent avoir des choses très intéressantes et qui peuvent être très séduisantes pour quelqu'un qui est extérieur, sauf qu'elles sont invisibles. Moi, j'ai une autre anecdote. Une commune bretonne, vous savez, en Bretagne, il y a beaucoup de mégalithes. Il y a Carnac, mais il y en a d'autres. Le troisième site mégalithique qui s'appelle Monteneuf, avec un copain sociologue, on est parti, on faisait une mission pour cette commune-là. On s'est dit, on va quand même aller voir les monuments mégalithiques. On les a jamais trouvés. Alors, soit on est vraiment deux truffes, soit vraiment c'est très mal indiqué. Je pense que c'est plutôt la deuxième solution, quoi. Et donc, pour le coup, notre désorientation, on s'est dit, mais évidemment, on voit bien que ce site mégalithique qui est à quelques centaines de mètres du centre-bourg, il ne dialogue absolument pas avec le centre-bourg. C'est-à-dire que les gens vont au site mégalithique, et dès qu'ils sont au site mégalithique, après qu'ils ont fini, ils s'en vont. Donc, ce patrimoine exceptionnel qui a 6000 ans, qui attire un certain nombre de personnes, fait très peu vivre un centre-bourg. Mais parce que aussi, on se rend compte que les choses n'ont pas été pensées pour organiser des circulations, des balades, des promenades, et donc de la signalétique, etc. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les communes, mais dans cette commune-là de Perrier, c'est aussi le cas. Donc, vous voyez, un récit, comme ce que j'évoquais tout à l'heure,
c'est pas simplement une dimension médiatique, hein, c'est pas simplement de l'image. Encore faut-il que cette image, elle soit donnée à lire par des outils tels que la cartographie ou la signalétique, qui renvoient là, cette fois-ci à l'ergonomie. Je ne sais pas si ça vous parle, si je suis clair, mais il faut ce travail de mise en scène. Moi, j'en ai plein des exemples comme ça. J'arrive dans une commune, je suis un peu à la bourre. Je me dis, bon, je vais appeler. Pour dire, excusez, je suis arrivé en retard. Pas de réseau. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder le plan. Pas de plan dans la commune. Bon, je me dis, c'est pas grave, je vais regarder le nom des rues. Pas de nom de rue. Je vais demander aux gens de la commune. Je vais voir, je sais pas quoi, un commerçant du coin. Bon, je sais pas, je viens d'arriver, je connais pas. Mais moi, je me dis, c'est pas possible. Mais si vous voulez, cet exemple-là, il est très significatif de cette, les gens qui habitent, ils n'ont pas besoin. Quand vous connaissez par cœur un site, vous n'avez pas besoin. Mais par contre, lorsque vous cherchez à attirer une population extérieure, bien évidemment qu'il y a ce travail de mise en scène et ce travail de séduction qui passe aussi par des outils de cette nature-là. Et donc, ce n'est pas forcément des investissements très lourds, mais c'est des investissements qui permettent aussi, lorsque le récit est défini, peut-être de le donner à voir et de le valoriser. Baliser les chemins, aménager peut-être un minimum le cheminement, pourquoi pas, valoriser le patrimoine, parce que vous voyez aussi que le long de ces petits chemins, vous avez aussi un patrimoine architectural, les maisons en terre, là, qui peuvent être aussi intéressantes. Donc vous avez aussi cette richesse-là. Et puis vous avez aussi ce parc dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez ce réseau de sentiers qui est intéressant, qui est assez agréable. C'est pas moi qui le dis, hein, les personnes le disent à travers les entretiens qu'on peut faire, les personnes qui les connaissent. Puis vous avez ce parc qui est plutôt un salon urbain, vous voyez, un parc qui fait pour le coup très urbain, très classique dans son format, mais qui ne dialogue absolument pas avec ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est-à-dire que ça ne fait pas réseau. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous n'allez pas passer dans ces petits sentiers que j'indiquais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de signalétique d'une part, mais parce que non plus il n'y a pas de continuité. Et puis vous avez ce qu'on appelle des espaces verts, 3 terrains de foot. Donc alors effectivement c'est vert, mais d'abord il n'y a personne. Et puis d'autre part, ça ne dialogue là, de la même manière, ça ne dialogue absolument pas avec le reste que je vous indiquais tout à l'heure. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en retissant et en remaillant ces différents espaces, en les donnant à voir à travers de la signalétique, mais aussi des cartes, en construisant un récit en disant nous, évidemment, qu'on est urbain, on est une ville, mais on a aussi tous les atouts de la ruralité, de la nature, etc. Et on peut vous le montrer. Vous pouvez aussi découvrir. Et ça fait sens. Et construire un récit, c'est aussi une dimension sociologique ou politique, c'est que ça fait sens. Et un sens qui n'est pas un sens plaqué du type showroom comme celui dont je vous présentais tout à l'heure, qui est un sens peut-être plus modeste, plus fin, etc., mais qui parle aux gens. Voilà, donc on a fait un autre panneau qui est celui-ci. Et pour conclure, toujours sur cette question du récit, on nous a dit Périer, c'est un pays de marais, parce que c'est dans le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Nous, on nous dit c'est dans les marais, eh ben, on croit que c'est dans les marais. Sauf que dans les entretiens, on n'entend jamais parler du marais. Donc on commence même à se poser des questions. Donc ici, on est dans la commune de Carentan à côté. Vous voyez, il y a ce côté là où on peut éprouver physiquement le fait qu'on est dans un pays de marais. Mais à Périer, ce n'est pas le cas. Donc dans cette commune-là, pays de marais, il y a une valorisation du patrimoine, notamment du patrimoine en terre, j'en parlais tout à l'heure, hein, à tel point que le bâtiment de la communauté de communes a été lui-même construit en terre crue, très beau bâtiment hein, d'ailleurs. Et vous voyez parce qu'on définit la commune de Périer comme étant une commune des marais, on construit un récit sur cette appartenance aux marais, et on construit des bâtiments, publics, qui font écho à ça. C'est-à-dire que là, effectivement, on fait un récit. Sauf qu'on fait un récit qui n'a pas l'air de trop parler aux gens. Parce que quand vous parlez aux gens, ils vous disent les marais. Non, ils vous disent la mer. Ils ne vous parlent pas de la même géographie. Ils disent nous, on ne regarde pas vers l'est, on regarde vers l'ouest. C'est-à-dire que quand vous interrogez les gens, vous vous rendez compte qu'il y a celui-là qui a un bateau et puis tous les week-ends, il est fourré au bord de la mer pour aller pêcher
des macros. Il y a tel autre, il a une maison héritée de sa grand-mère, etc. Il y a le troisième, il a un bout de bungalow, etc. Que tous les week-ends, dès qu'il fait beau, eh ben, tout le monde bascule. Vous vous rendez compte que le cinéma de la commune qui a fermé, eh ben, les gens vont dans cette commune de bord de mer qui s'appelle Pirou. Et donc en fait, se passe à Perrier, commune de 2500 habitants, le même phénomène qu'on retrouve entre Nantes et Saint-Nazaire, Montpellier et puis je sais pas quoi, Rennes et Saint-Malo. C'est-à-dire que les métropoles cherchent à gagner la mer et cherchent à trouver des extensions vers le littoral. Et ben, dans une certaine mesure, Perrier, c'était aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'identité de la commune, c'est pas une identité figée dans un passé que l'on voudrait revaloriser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le revaloriser. C'est une identité au présent qui est tournée vers l'usage, hein, et pas vers la commémoration d'un passé du Marais. Les gens, ça ne leur parle pas, ils ne vont pas vous raconter l'histoire de leur grand-père qui bossait dans le Marais. Hein, c'est pas... Mais par contre, ils vont vous raconter l'histoire de leur week-end, qui vont à la pêche ou je sais pas quoi, ou aller se baigner. Et puis, on se rend compte aussi dans le même temps que les gens de 40 ans dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont sur la côte Est, ils vous disent « Ah oui, l'eau est très froide du côté de la côte Est. Hein, Et donc, on traverse Perrier et on va à Pirou ou ailleurs pour aller au bord de mer. » Donc, vous voyez, là aussi, l'approche sociologique, ça sert à réinterroger finalement des identités qui sont parfois assignées d'une certaine manière pour se dire ben, finalement, peut-être que, après tout, il existe Paris-Plage. Pourquoi n'existerait-il pas Perrier-Plage? C'est-à-dire de penser aussi l'identité de la commune et de la donner à voir à travers une maison récit, comme trouvant finalement son extension sur le littoral, hein, et de la penser comme n'étant pas une commune du Marais, mais comme étant une commune et ben finalement presque rétro-littorale, ou en tout cas littorale. Donc vous voyez, c'est aussi réinterroger des choses qui semblent aller de soi. Alors, juste pour dernière diapositive pour conclure, peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs connaissent Pirou sans même le savoir. Pas Spirou, hein, Pirou. Agnès Varda et JR ont fait un film qui s'appelle Visage Village, je ne sais pas si ça vous parle, ben, c'était tourné à Pérou. Hein, et JR qui est ici montre une diversité de profils, c'était juste un petit clin d'œil pour peut-être réaffirmer qu'il faut penser toute cette diversité, ces multiples visages que nous pouvons avoir en tant qu'habitants, consommateurs, récepteurs, etc. Et que c'est cette diversité qu'il faut arriver à remettre en valeur dans les centres-bourgs, mais à travers aussi une mise en récit. Voilà, je vous remercie. Ça y est, je vous ai vendu un bagalo à Pirou. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une à vous poser. Il y a pas mal de territoires qui sont en Charente en train d'élaborer leur PLUI, donc gouvernance communautaire. Et vous parlez donc de l'identité, de l'expérience, etc., que peuvent créer, en tout cas sur laquelle peuvent construire l'attractivité des territoires et des bourgs. Comment fait-on quand cette réflexion-là se mène à l'échelle d'une intercommunalité? C'est-à-dire que je ne pense pas que ça soit simplement une question d'échelle, parce que vous voyez bien qu'à travers le dernier exemple que je vous donnais, on est sorti de la commune, on est à une autre échelle finalement. Hein. Ah oui, une échelle de gouvernance. Alors là, j'allais dire que peut-être que dans des communautés de communes, il y a ce travail à faire précisément d'interroger l'identité, c'est-à-dire de se dire finalement au-delà de ce qui nous est donné un peu spontanément, quelles sont nos ressources et quelle identité on veut construire. Parce qu'une identité, ça se construit aussi. Alors donc après, il y a des arbitrages, des rapports de force, bien sûr, hein, qui ne sont pas à négliger.
mais je pense que c'est d'abord un travail de réflexion, c'est d'abord un travail d'interrogation, et puis à partir de là, je pense qu'il faut d'abord en prendre conscience aussi, voyez, de cette nécessité-là. Au-delà des identités prêtes à l'emploi d'une certaine manière. Quand je parlais des marais, c'est une identité prête à l'emploi. C'est parce qu'il existe une entité qui s'appelle le parc régional qu'on en a déduit qu'il y avait une identité des marais. Et ben ça fonctionne pas comme ça, quoi. Donc il faut réinterroger cette relation-là. Alors je sais pas si je réponds complètement à votre question. Je vois votre regard qui s'assombrit, j'en doute. Moi non plus, j'ai pas de réponse comme ça toute faite, hein, mais c'est une invitation à comment d'abord à se reposer la question des identités à l'heure de la croissance des intercommunalités, et c'est une invitation à se dire comment cette identité ne doit pas être simplement le fruit du passé, mais doit être réinterprétée à l'aune des usages d'aujourd'hui pour construire quelque chose qui soit attractif pour une population qui pourrait venir. C'est surtout ça. Alors après, dans le comment, moi je suis comme vous, c'est-à-dire que ça dépend des territoires, ça dépend des acteurs, ça dépend, etc. Ah oui. Après, c'est aussi pour dire, est-ce que chaque commune n'a pas travaillé sa propre identité et à l'insérer dans l'interco pour voir un petit peu comment tout le monde peut travailler ensemble plutôt que chacun essaie de travailler séparément. Des réponses d'ailleurs, hein, parce que moi je me pose des questions, mais j'ai pas forcément Je pense que ça dépend beaucoup des territoires. Hein. Moi, ce que m'ont appris les travaux d'enquête sur cette thématique-là ou sur d'autres, c'est la formidable diversité des territoires et donc des solutions qui ne peuvent être que travaillées à l'échelle d'un territoire. Donc, alors après, il faut faire attention aux identités un peu patchwork. Hein. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un simple collage d'éléments. Mais si vous voulez, moi, la réflexion que je me fais, c'est que je me dis, mais au-delà des compétences classiques d'urbaniste, d'architecte, etc., de paysagiste, c'est presque une compétence, là, qui n'est pas la compétence du sociologue, hein, il faut bien s'entendre sur ça, c'est-à-dire une compétence de scénographie presque, hein, de la dimension identitaire de la commune. Parce qu'en tout cas, il y a un moment, il faut la traduire, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse se voir. Alors j'ai deux autres questions. Personne ne veut poser de questions? Bon. La première, c'est donc toujours sur cette histoire de construction d'identité. Est-ce que vous avez rencontré des communes qui avaient fait des choix drastiques et qui avaient dû renoncer à certains aspects sur lesquels elles auraient jusque-là pu reposer leur attractivité? Est-ce que faire des choix, c'est renoncer? Est-ce que vous avez rencontré des communes qui ont fait ces choix-là et qu'est-ce que ça a donné? Première question. Et la deuxième question, c'est la participation de la population. Est-ce qu'une commune peut construire, est-ce que c'est recommandé ou pas? Enfin, quel degré de participation, jusqu'où va la participation dans la construction de la stratégie communale sur ce point-là? Sur le premier point, je ne suis pas forcément sûr d'y répondre, mais on voit bien qu'il y a par exemple, sur l'aménagement des espaces verts. Il y a beaucoup de communes rurales qui se posent la question, faut-il utiliser des pesticides ou pas? Faut-il continuer à entretenir les espaces verts comme on le faisait autrefois, c'est-à-dire de manière très volontariste, c'est-à-dire qu'on déblaye, etc. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de communes qu'on a pu fréquenter qui essayent d'avoir une gestion plus durable des espaces, c'est-à-dire laisser finalement les herbes folles se développer, faire du fauchage différé, etc. Eh bien, ce qu'on voit là en l'occurrence, c'est-à-dire qu'en fait, elles essayent de construire un autre récit qui serait davantage tourné vers le développement durable, la transition écologique, etc. Vous voyez toutes ces dimensions-là qui fait que les fleurs ne sont pas simplement belles parce qu'elles sont énormes et bodybuildées, elles sont belles parce que aussi elles peuvent évoquer aussi l'aspect champêtre, etc. Que des herbes folles, c'est pas forcément des mauvaises herbes, etc. Et bien dans ce cas-là, ces communes qui parfois ont suivi cette voie-là, de façon assez volontariste, se sont heurtées à la résistance des habitants qui disaient c'est n'importe quoi, c'est pas entretenu,
Et donc là, pour le coup, on fait marche arrière. C'est-à-dire qu'en fait, elle venait contredire une vision de l'esthétique rurale construite sur un certain rapport à la nature pour proposer justement un nouveau rapport à la nature, un nouveau rapport à l'environnement, et donc un récit autour du développement durable. Et la plupart du temps, on voit bien qu'il faut y aller très très doucement. Très très doucement. Donc c'est l'exemple que j'ai. J'ai pas forcément d'exemple de renonciation drastique mais sur cette dimension-là, ça paraissait important. Le deuxième, c'est la question, la participation. Alors, il faut pas forcément. Enfin, nous, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, justement, c'est ces rencontres avec les habitants. Je vais vous donner un exemple. Alors c'est de l'anecdote, hein, mais une élue avait installé un clapier à lapin pédagogique à côté de l'école. Tout ça, ça avait coûté 6 000 €. Et alors les gens étaient furieux, ils disaient mais c'est n'importe quoi. 6 000 €, on est on est en milieu rural, 3 pauvres lapins, clochettes, pompons et puis caramel, 6 000 €. Et justement, si on décodait ce qu'ils nous disent à travers ce n'importe quoi, c'est bien qu'on voit qu'ils affirment une identité, qui est quand même malgré tout une identité rurale, mais que cette identité rurale, il faut la retravailler, il faut la réinterpréter. Et donc, le travail avec les habitants, c'est pas forcément en termes de solutions qu'il faut attendre, c'est pas forcément en attendre des solutions, c'est plutôt attendre des habitants qu'ils expriment fondamentalement ce qu'ils éprouvent quant à leur identité. Vous voyez ? Et donc, c'est ça ce travail-là, qui peut se faire soit dans des entretiens, mais aussi dans des balades urbaines, qui peuvent se faire aussi dans des ateliers, dans des rencontres. Hein. Et nous, on n'hésite pas des fois à provoquer. Parce qu'on veut que justement ça fasse surgir quelque chose. Vous savez, la rencontre avec les habitants, c'est pas on est tous gentils et machin. Des fois on balance des bombes et puis on regarde ce que ça donne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de voir ce que ça provoque. Comme quand je dis on balance des bombes, c'est-à-dire on est un peu provocateur. Et si on rasait l'église, ou si on faisait dans l'église un terrain de basket. Alors les gens commencent à... Et là, pour le coup, vous ouvrez la boîte de Pandore. Là. Tout d'un coup, ça sort. Et là, tout d'un coup, ils vont vous dire justement ce qu'ils sont, ce qui est important pour eux, ce qu'ils sont. Et évidemment, au final, on va se dire, cette église, peut-être qu'il n'y a pas grand monde, mais elle est extrêmement importante pour différentes raisons et une dimension symbolique qui est extrêmement importante. Et donc, là, c'est aussi une manière de concerter la population. Hein. Mais la concerter, moi, je me méfie beaucoup de la concertation aujourd'hui, parce qu'on en fait de la concertation, qui consiste à dire on va vous faire travailler autour de scénarios et puis vous allez co-construire les scénarios. C'est extrêmement compliqué. Je préfère des démarches qui consistent à aller à l'écoute des gens, à l'écoute de leurs contradictions, à l'écoute de leurs revendications, pour voir et pour essayer de comprendre ce qu'ils nous disent dans le fond sur ce qu'ils sont véritablement. Les exemples que je vous présentais, le bord de mer, ça vient de là. Ce rapport, cette réflexion sur les espaces verts, ça vient de là. Cette réflexion sur la mémoire, ça vient de là. Vous voyez, c'est beaucoup des anecdotes en fait qui sont prises. Hein. L'anecdote avec le patron du PMU, l'anecdote avec le je sais pas quoi, etc. Mais qui tout d'un coup font, et donc c'est une forme de concertation qui tout d'un coup, lorsque vous les regroupez, que vous essayez de les analyser, font sens. Tout à fait. Au début, vous avez cité des communes qui étaient bien dotées en axes de communication. Vous avez parlé de gare TGV, vous avez parlé de transfert routier. Est-ce que les communes, on va pas voir de nouveaux axes de chemin de fer, de nouveaux axes routiers se créer? Est-ce que les communes qui sont à l'écart de ces axes routiers ne sont pas énormément pénalisées déjà? Et est-ce qu'il n'y a pas une solution devant nous avec la voiture propre et automatique? Parce que ce dont je m'aperçois, moi, c'est que on a besoin d'un axe routier rapide ou facile d'accès ou d'une gare TGV. Ok, mais si on n'est pas très loin de l'endroit où on veut aller, mais parce que c'est inconfortable, on n'y va pas. Est-ce que la voiture automatique, autonome, qui va arriver dans les 10 ans, n'est pas une lueur d'espoir pour ces territoires
enclavé dans lequel se trouve une bonne partie de la Charente. Je crois qu'il faut le dire, ça. Parce que il faut espérer dans cette voiture autonome. Après, pour ce qui est des espaces verts, eh bien, heureusement que le législateur dit interdiction aux phytosanitaires, parce que je vous assure, en tant que maire, c'est très difficile à imposer. Moi, je n'ai pas été le premier. Maintenant, je dis c'est la loi, et puis on laisse pousser, mais c'est compliqué parce que les bourgs ruraux, eh ben, ils ont envie de cette image propre. C'est bien qu'on nous l'impose parce que j'y serais pas arrivé tout seul. Et puis, dernière chose, quand on voit qu'on perd de la population, que c'est difficile, ne faut-il pas dramatiser, provoquer la population, parce que la concertation, on l'a fait, puis on retrouve toujours la même chose. Ne faut-il pas les provoquer, nos habitants, nos électeurs, c'est pas facile, et dramatiser, leur dire, c'est pas que la faute de la commune, c'est pas que la faute des élus, c'est notre faute à tous. C'est ce que j'essaye de faire. Et puis quand ils disent, eh ben c'est foutu, ça va pas, mais je leur dis, attention, ne parlez pas comme ça. C'est votre patrimoine, c'est vos maisons qui ne vaudront plus rien. Est-ce qu'il ne faut pas appuyer là-dessus pour faire réagir tout le monde? Sur le premier aspect, sur ces haltes ferroviaires, au début qu'on faisait les études, il y avait des haltes ferroviaires qui n'étaient absolument pas mises en valeur. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que la commune avait des atouts extrêmement intéressants et pour autant, on avait le sentiment que finalement, c'était pas très exploité. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur votre première question. Alors la question de l'attractivité des communes en fonction de leur situation géographique est extrêmement difficile à saisir. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, dans cette région qu'on a étudiée, des communes qui sont très isolées. Mais c'est parce qu'elles sont très isolées qu'elles arrivent à construire une zone de chalandise. Quand d'autres sont bien mieux situées, géographiquement a priori, mais sont dans le cône d'aspiration d'une métropole. Et donc il y a une forme, vous voyez, et donc et puis évidemment, il y a aussi tout un tas de situations intermédiaires. Alors ce que vous disiez sur les véhicules autonomes, alors c'est vrai que les infrastructures, les grosses infrastructures, on ne va pas en construire de nouvelles, il ne faut pas se raconter d'histoire, et qu'effectivement la réinvention d'un système comme le système automobile peut apporter des solutions à la mobilité de demain dans l'espace rural. C'est bien pour ça que moi très souvent j'incite parce que pendant très longtemps on a opposé la voiture au transport collectif, la voiture au mode doux, au mode comment on appelle ça, pas mode doux mais mode actif, le vélo. Il faut le penser dans leur complémentarité. Et si on réinvente la voiture, ça apportera peut-être la voiture autonome, mais bon, ça sera quand même très long. Ça apportera peut-être de nouvelles opportunités quant au rapport au territoire. Parce que ce qu'il ne faut pas effectivement oublier, c'est que le territoire qu'on occupe aujourd'hui est très lié au développement de l'automobile. Donc si on réinvente l'automobile, on peut aussi, parallèlement à ça, contribuer à réinventer les territoires. Et donc il y a cette dynamique, mais les échéances sont... La voiture autonome, c'est quand même pas tout de suite, en tout cas sur les axes routiers secondaires. 5 à 10 ans, mais prioritairement probablement sur des grands axes routiers, et ensuite, dans une moindre mesure, sur des axes routiers secondaires. Donc, mais effectivement, on est en train de réinventer un objet qui s'appelle la voiture. Ça, c'est très clair. C'est très, ça va extrêmement vite. Alors, la deuxième question ou la troisième question que vous posiez, faut-il pas provoquer ce sursaut effectivement, dramatiser les enjeux. Effectivement, quand vous écoutez les gens, nous on l'a montré, on a essayé de le montrer à travers la grille, c'est-à-dire qu'en fait ils se plaignent que finalement le Super U il va fermer. Et puis quand vous les interrogez sur les usages, ils vont pas au Super U. C'est tout un tas, mais ça c'est le quotidien des contradictions. Et donc effectivement une forme d'interpellation. Alors dans le même temps qu'il y a cette démarche de provocation, d'interpellation qui peut exister, il faut que, parallèlement à ça, il puisse y avoir une offre qui suive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse aussi y avoir
j'allais dire, une réponse qui soit acceptable pour les personnes. Mais il est évident que la dévitalisation, c'est pas le fruit des uns ou des autres, c'est un processus global auquel concourent très largement les habitants que nous sommes. La place de la voiture dans ces communes, c'est quand même incroyable. La voiture est incroyablement présente. Sur certaines communes qu'on a étudiées, les gens ne coupent pas le moteur pour aller acheter la baguette de pain. C'est la ville drive. C'est-à-dire qu'ils ne coupent pas le moteur, ça ne vaut pas le coup, parce que de toute façon, on s'est garé juste à côté de la boulangerie, on a pour 5 minutes, on part, on revient. Mais ça nous dit quelque chose sur ce rapport à la consommation de l'espace, hein, et sur ce rapport aussi, évidemment, ça accompagne la destruction de l'espace qui peut être celui qui est le nôtre. Une deuxième question, mais j'avoue que je l'ai oubliée. Est-ce que les gens ont abordé la question du numérique? Est-ce que c'est important pour eux d'avoir accès au numérique? Moi, la conviction que j'ai, si vous voulez, c'est que le numérique, très souvent, on l'aborde qu'à travers la question de la fibre. Moi, je pense que les gens n'ont pas compris que le monde a changé, quoi. C'est-à-dire que, quand je dis les gens, c'est-à-dire que les acteurs économiques qu'on rencontre, les acteurs politiques qu'on rencontre, et que vous parliez de la voiture autonome. La voiture autonome, ça c'est les objets connectés. Là, on vit dans un monde fantastique. Pour moi, sociologue, c'est fantastique parce que, si vous voulez, ça n'a jamais été aussi rapide en termes de changement d'usage. Jamais aussi rapide. 2007, c'est le smartphone. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de smartphone. Et donc, on voit qu'on a une mutation numérique qui est extrêmement importante sur les modes de vie, mais sans pour autant qu'on en tire toutes les conséquences en termes de mobilité, par exemple, mais aussi en termes de commerce. Hein, je parlais tout à l'heure du e-commerce. Il y a une multitude de dimensions, et je pense qu'il est urgent de prendre la mesure de ce que ça représente en termes d'aménagement des territoires. Parce que aujourd'hui, par exemple, je donne simplement j'évoque simplement la question du commerce. Je ne connais pas spécialement le commerce, mais à l'heure d'Internet, une boutique ne peut plus être tout à fait comme elle l'était avant Internet. C'est pas possible. Hein. Il faut se réinterroger, qu'est-ce que ça veut dire que d'être présent dans un espace où on va acheter des produits, on les a souvent choisis, sélectionnés sur Internet et on les achète parfois en boutique, mais qu'est-ce qu'on attend de la relation avec l'espace dans lequel on est, la boutique, et avec les personnes qu'on fréquente, les commerçants? On attend probablement autre chose aujourd'hui à l'heure du numérique, et je pense qu'on n'a pas totalement réfléchi à cette question, et ça me semble être une urgence. Mais les gens l'évoquent assez peu, la question du numérique, sauf s'il n'y a pas de réseau et il n'y a pas de free. Voilà, ça s'arrête là. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, donc un grand merci à M. Chevrier d'être venu à nous ce soir. Un mot pour vous dire que le cycle de conférences pour une approche alternative de l'attractivité des centres-bourgs continuera à la rentrée. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions d'être venus si nombreux ce soir. Et quelques réjouissances, quelques boissons vous attendent voilà, pour un apéritif tous ensemble. Merci à vous.